يلحق الزهير غلت ذرين النار هيني يكون دير غيه مجيسا يلحق الزهير غلت ذرين النار هيني يكون دير غيه مجيسا ثالث تذكر بثيلاس توفى دلغتك ساياس تيزنزيك تذر القيماس بقيت البضناس. On vous remercie beaucoup pour cette invitation d'être aujourd'hui avec vous. Par rapport à la dernière fois, en mai 2006, lorsqu'il y a eu l'examen du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, vous avez fait plusieurs recommandations à l'État marocain. Je crois qu'il ne les a pas respectées, sauf une, c'est le fait que la langue amazigh, ça a été reconnu comme langue officielle dans la Constitution. Et cela, ça fait 4 ans. En 2011, juste après, bien sûr, le mouvement du 20 février, où le mouvement amazigh était impliqué activement pour qu'il y ait du changement en faveur de la démocratisation du Maroc. 4 ans après, c'est la durée de toute une législation, de tout un gouvernement pour faire son programme sur le terrain. Malheureusement, rien n'a été fait pour traduire la constitutionnalisation de la langue amazigh sur le terrain. Il y a eu la députée Fatima Tabahamrant qui a osé parler au Parlement amazigh, on l'a interdit d'en parler et après, pour dire que c'est des questions techniques. Il nous faut de comité pour ça, mais par contre pour les députés qui viennent de l'étranger, les langues qu'ils parlent du tout, on leur offre cette traduction, cette technique, ces moyens, et c'est supprimé pour la majorité des Marocains qui parlent l'amazigh. Le pire, c'est que l'État marocain reconnaît comme quoi le système éducatif il est en crise totale. Et le ministre de l'Éducation nationale l'a bien dit dernièrement, comme quoi 76% des écoliers qui arrivent au primaire, à la fin du cycle primaire, ne savent ni lire ni écrire. Pourquoi? La cause elle est simple. Parce qu'on n'intègre pas la langue maternelle de la majorité des Marocains à l'école. Et en plus, dans ces recommandations, en 2006 déjà, vous avez demandé à l'État marocain de faire l'alphabétisation des adultes en langue amazigh, en maternelle. Ça n'a rien été fait jusqu'à maintenant. Et c'est pour cela que le Maroc, par rapport à l'indice de développement humain à l'échelle mondiale, il est toujours au 130e position, parce que sa politique d'alphabétisation des adultes ou celle de l'enseignement national, ça ne donne pas des résultats à cause du fait que la grande majorité des femmes n'arrivent pas à savoir lire ni écrire, ni à avoir une bonne politique de planification familiale, dans le sens où ils peuvent gérer bien les naissances et donner plus d'éducation à leurs enfants. C'est pour cela que le Maroc il est toujours à la traîne dans cela. Mais à la fin, on s'est rendu compte, et dans notre rapport que je vous ai apporté, ça a été envoyé, et c'est des exemplaires, on s'est rendu compte qu'il y a toute une élite de l'État marocain dans beaucoup d'institutions. Il y a inclus le Conseil national des droits de l'homme, la haute autorité de l'audiovisuel. Tous ces messieurs, ils ont une certaine idéologie et ils ont de la discrimination vers les Amazighs. Et ça, on l'a senti. Et ils ont essayé de nous interdire de nous manifester à la conférence mondiale des droits de l'homme à Marrakech. Et cette élite, malheureusement, et le ministre de l'enseignement supérieur l'a reconnu, pour qu'on donne un poste à quelqu'un dans les institutions de l'État du Maroc, la DST, ça veut dire la police politique, doit faire un rapport. Ça veut dire qu'ils sont toujours choisis par rapport au rapport que fait la police politique. Comme la police politique, il a une certaine idéologie qui est contre les Amazighs, bien sûr, ils élisent qu'eux-mêmes, et la grande majorité de l'élite amazighophone ou amazigh, ils restent en dehors des cercles de sécession pour ne pas m'étendre dans le rapport CD, pour vous donner juste un simple exemple où ça se reflète vraiment cette discrimination. Au Maroc, on libère tous les types de prisonniers politiques, que ce soit des Sahraouis, des salafistes, les gens d'extrême gauche, sauf les Amazighs.
et en plus on leur a fabriqué du procès artificiel. Et ni le Conseil national des droits de l'homme, ni le ministre de la Justice veulent prendre au sérieux cette chose. Nos amis vont compléter sur les violations des droits des Amazighs. Merci, monsieur le rapporteur, pour mon intervention. Donc, je vais parler tout d'abord du retard du Maroc, parce qu'il n'a pas présenté son rapport depuis 2006 jusqu'à maintenant. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est une remarque que je dois faire. Mais à partir des recommandations de 2006, donc parmi les recommandations, c'était la constitutionnalisation de la langue amazigh en langue officielle. Donc nous sommes en 2015, 2011, c'est vrai que l'amazigh a été constitutionnalisée en tant que langue officielle, mais il n'y a aucune loi organique promulguée justement pour le caractère officiel de la langue. Je ne vais pas m'attarder aussi parce que notre association va en parler en détail. Les amazighs n'accèdent pas à la justice vu la langue d'usage des tribunaux. Les tribunaux, c'est la langue arabe, donc un amazigh, donc il doit subir la langue arabe donc c'est un problème. Imaginons aussi les interrogatoires de police, un amazigh qui ne parle pas arabe et qui est interrogé par la police dans une langue, donc imaginons la situation. Sur le plan économique, il y a des disparités énormes entre les régions amazigophones et les régions arabophones. Les Amazighs ils sont spoliés de leurs terres collectives sur la base des lois Conel. L'État collectif sur la base de la loi Conel de 1919. D'accord, donc c'est une loi qui existe, ça fait un siècle. Et le domaine forestier, les Amazighs donc sont spoliés par la loi de 1916. Aussi, j'aimerais bien parler du Maroc vert. Le Maroc vert, c'est un projet de l'État. Vous voyez, je vous donnerai un exemple concret, c'est les Sogeta et les Sodea, sont des sociétés d'État sur le plan agricole, c'est eux qui géraient les domaines agricoles, issus de la marocanisation des terres à partir des années 70, donc après un grand déficit de ces deux sociétés qui n'ont pas réussi ils les ont transférés à des familles aussi, pour créer ce qu'on appelle pilier 1, donc quelqu'un qui a 1 million d'hectares, et un agriculteur qui est pilier 2, qui a 5 hectares. Donc imaginez un peu la disparité. Aussi, je parlerai d'un problème très important, c'est celui d'Imedra. Qui est exploité par une société métallurgique qui exploite un gisement d'argent depuis 1960 sur les terres collectives de la région du sud-est, une région donc sur la base toujours de la même loi de 1919. Je vous donnerai donc une mine d'argent exploitée énormément d'eau. Tout d'abord, sans parler, vous avez ça dans le dossier, la mine utiliserait entre 1555 mètres cubes d'eau par jour, soit plus de 12 fois la consommation journalière de tous les habitants. Je ne parlerai pas de l'article 5 de la Constitution, mais je reviendrai au problème de l'identité. Dans le préambule de la Constitution de 2011, le Maroc est défini comme un État musulman souverain avec ses composantes arabo-islamiques, amazigh, sahraoui, hassani, africain, indo-hébraïque et méditerranéen. Très bien. L'énumération des constituants de l'identité marocaine dans un tel ordre laisserait entendre que chronologiquement, la première et la plus importante composante de l'identité du Maroc serait l'arabo-islamique, alors que sur le plan historique, c'est faux. Les Amazighs existaient, ça fait 6000 ans. Donc, cette énumération sur le plan concernant la définition de l'identité, je pense qu'il y a à revoir, surtout que nous revendiquons la réécriture de l'histoire du Maroc. Donc voilà, donc je vous remercie. Bonjour tout le monde. Pour moi, je vais continuer sur le plan de la Constitution, parlant de l'article 5.
qui est lié à une loi organique pour officialiser la mise en œuvre de la langue amazigh en tant que langue officielle, mais ça demeure toujours en attente, il n'a jamais entamé. Il y a, pour nous, c'est un constat d'absence de volonté politique, parce que tous les responsables gouvernementaux et politiques au Maroc, ils disent que ce n'est pas une affaire du gouvernement, bien du Parlement, mais c'est une affaire du roi. Et le roi n'a jamais réagi là-dessus. Donc la question, c'est pourquoi ce retard de promulguer une loi organique pour l'officialisation de la langue amazigh. En conséquence, ça continue toujours la production des textes législatifs discriminatoires à l'égard de Tamazight. Je vais citer quelques exemples. Ça continue toujours l'interdiction des prénoms amazigh. On a compté plus que 28 cas durant l'année 2014. Notre association a travaillé sur quelques dossiers parmi eux. Donc 28 cas de nouveau-nés qui ont privé de leur prénom amazigh, c'est un peu compliqué. Il y a aussi les subventions données par l'État aux producteurs cinématographiques qui est écrit noir sur blanc, qui est destiné au scénario écrit en langue arabe seulement et pas en langue amazigh. On a 27 chaînes de médias, télévision, radio, etc. de l'État toujours qui ne consacre à la langue amazigh que 6% de son enveloppe horaire de diffusion. On a toujours aussi le code pénal marocain qui ne pénalise pas la discrimination et le racisme linguistique, l'article 431 du code pénal. Et pour terminer, je vais revenir sur les recommandations de votre comité en 2006 qui parlait d'un recensement de la population amazigh. Je veux dire que en 2014, l'État marocain a organisé un recensement général de population et de l'habitat, mais malheureusement, le formulaire, le questionnaire du recensement n'a pas pris en considération une manière qui sera fiable pour donner des résultats qui peuvent vraiment nous donner la carte linguistique et pas raciale, la carte linguistique du Maroc. Et l'État continue toujours à produire des programmes et des lois qui sont toujours discriminatoires. Je vais citer un dernier exemple, c'est la campagne du ministère de l'équipement et de la circulation aussi, qui essaie de sensibiliser contre les accidents de trafic, mais toujours avec des enveloppes très intéressant à l'échelle économique et à l'échelle financière, mais qui exclut toujours la langue amazigh. Et je ne vais pas revenir sur la justice et l'enseignement et autre chose. Merci. Merci. La question amazigh avec Tamazra, qui est une organisation non gouvernementale de défense des droits des Amazighs, qui est basée à Paris. Donc vous avez notre rapport qui vous est remis ou qui vous sera remis. Alors moi je vais parler d'une question très très importante, d'autant plus que le gouvernement marocain a axé sa communication de prise en charge de la question amazigh là-dessus, à savoir l'enseignement de l'amazigh. Parce que c'est la seule chose, au fait, concrètement, que l'État marocain a essayé de prendre en charge et de développer. Notre organisation, comme d'autres d'ailleurs organisations qui nous rejoignent, on se rejoint tous là-dessus, on considère que cette prise en charge de l'enseignement de l'amazigh reste très insuffisante. Et certaines des organisations comme la nôtre pensent que c'est une gestion méprisante de l'amazigh et des amazighs. Alors, d'abord, je voudrais signaler ce rapport qui est donc du gouvernement marocain, du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, qui a une vision stratégique de la réforme 2015-2030, tenez-vous bien, c'est-à-dire qu'il nous dit ce qu'il va faire dans les 15 ans à venir, et les peu de choses qu'il dit sur l'amazigh, tenez-vous bien, donc il dit qu'on va faire bénéficier équitablement les apprenants de 3 langues de l'enseignement préscolaire et primaire. L'arabe comme langue principale, l'amazigh comme langue de communication. C'est-à-dire que l'État marocain, malgré l'officialisation, il continue toujours à user de discrimination quand il s'agit d'amazigh et d'arabe. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est le gouvernement marocain. Alors après, je vais vous donner juste quelques exemples, parce que bon, ils sont nombreux, mais dans notre rapport, c'est détaillé, sur le manque de sérieux, le manque de cohérence de leurs chiffres. C'est-à-dire que l'État marocain, quand il avance des chiffres, il n'est pas sérieux. Il n'est pas cohérent, et on se demande pour qui ils prennent les amazighs et les gens à qui ils s'adressent. Alors, on se base sur
d'abord les chiffres officiels de l'État marocain qui sont donnés par le recueil statistique de l'éducation de la monarchie marocaine, et puis sur les déclarations, sur les données qui vous ont été communiquées par l'État dans son rapport, ainsi qu'une institution quand même importante qui est l'IRCAN, qui est une institution de l'État marocain, qui est liée au palais. Et notamment, on s'appuie beaucoup, c'est récent, sur les propos du recteur de cette IRCAN, qui est intervenu en mars dernier, pour parler justement de l'état de l'enseignement de la Mazars. Donc, quand on regarde ces chiffres, vous avez tout détail dans le rapport, quand on regarde ces chiffres, déjà, on constate qu'il y a un décalage, il y a une différence entre ce que dit le recteur de l'IRCAN et ce que dit l'État dans son rapport. Quand, par exemple, vous avez l'État qui vous dit, en 2011-2012, nous avons environ d'ailleurs, ils ne disent pas, 10 000 enseignants de la Mazars, et le recteur de l'IRCAN qui parle de 5 085, bon, quand on passe du simple au double, on se demande qui croire. Pourtant, ce sont des institutions de l'État marocain. Bon, nous, on croit plus l'Institut l'IRCAN parce qu'ils sont proches de la chose. Je pense que leur chiffre est plus proche de la réalité. Mais quel est l'intérêt de l'État de vous annoncer le double de ce chiffre? D'ailleurs, si on prend en considération le chiffre de l'État marocain, 10 000 enseignants. 10 000 enseignants, normalement, un enseignant au Maroc, au primaire, il doit effectuer 30 heures par semaine. 30 heures par enseignant, ça nous fait 300 000 heures par semaine. Je vais vous demander d'être plus bref parce qu'on a... Oui, bien sûr. Vraiment, je suis très... Là, parce que je donne un exemple juste pour que vous compreniez, et les détails, vous les avez dans le rapport. 300 000 heures. 300 000 heures. Et comme on sait que chaque classe, pour l'instant, ne bénéficie que de 3 heures par semaine, donc 300 000 heures, et puis nous avons 30 personnes, 30 élèves en moyenne dans chaque classe, on se retrouve avec 3 millions d'élèves, normalement, qui doivent apprendre le berbère. Ce qui n'est pas le cas, puisque l'État lui-même, il avance 600 000. 600 000 que nous considérons qu'il exagère. Donc, leurs chiffres sont vraiment incohérents et n'ont pas, pour nous, ils n'ont pas de sens. Ne rendent pas la réalité marocaine. D'où, encore une fois, on dit qu'il y a un mépris dans le traitement de la question amazigh. Autre chose qu'il faut signaler, et c'est très, très important, c'est que le gouvernement marocain n'enseigne l'amazigh que pour les élèves du primaire et le secteur public. C'est-à-dire le secteur privé n'est pas concerné, le collège n'est pas concerné, le lycée n'est pas concerné. Donc imaginez un peu la discrimination qui se fait au niveau des élèves. Donc voilà concernant l'enseignement. Deux petits points rapidement, parce qu'ils sont importants aussi à notre organisation tient à les dire. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. La religion. Donc il y a une discrimination religieuse au Maroc qui est manifeste. Le groupe des associations féminines en ont parlé, mais aujourd'hui, il faut rappeler que l'article 3 de la Constitution marocaine dit que la seule religion de l'État, la religion de l'État est l'islam, ce qui exclut de fait les autres religions. La kafala, la loi de la kafala qui est, si vous voulez, ce qu'ils appellent, comment ça s'appelle, l'adoption, c'est ça, la loi qui régit l'adoption. Cette adoption, par exemple, il est décrit noir sur blanc, donc on vous a donné les textes, que la kafala est réservée aux seuls musulmans, aux hommes ou aux femmes musulmanes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas musulman au Maroc, aujourd'hui, ne peut pas accueillir un enfant abandonné. Vous imaginez aussi la discrimination. Et enfin, et ça a été relevé par tous les médias, même cette année, on croyait que ça allait finir, mais même cette année, ça a été relevé par les médias, l'État marocain continue, lors du mois de Ramadan, à arrêter et condamner les personnes qui n'observent pas le jeûne des musulmans. On considère que c'est une grave discrimination et l'État marocain doit cesser cette discrimination. Dernier point, sur les arrestations. Notre camarade a parlé du cas d'Emida. Il faut savoir qu'à Emida, la population s'est organisée depuis 4 ans maintenant, qu'ils organisent un rassemblement sur place à Emida pour dénoncer la politique de l'État. Et la réponse de l'État, c'est quoi? C'est pas le dialogue, mais c'est les arrestations et l'emprisonnement. Aujourd'hui, nous avons au moins
au moins 3 personnes qui sont en prison. Hein. Par exemple, c'est le cas de Mustafa Oseya et Hamid Wadouche, qui sont condamnés en 2007 à 10 ans de prison ferme par le tribunal de Meknès. Ils sont toujours en prison. Nous avons aussi le cas de Mustafa Faska et Omar Horan, qui sont 2 militants du mouvement des Médades, qui ont été arrêtés le 26 décembre 2014 à Tenrir. Ils ont été condamnés chacun à 3 ans de prison. Voilà, donc... ودنا مزجرة في جقود قبيليث قسي حوزجة هيفن دي ثمديث ودنا مزجرة في جقود قبيليث السيم ذن تستقصى تفض الزايد سماغ ورد جان ذي جسوية ذيني حضم لامان يفغيث ورقن في عوسا يظل يفيث ولا نميفكا سلغرض نعزليث ولا نميفكا سلغرض نعزليث ثوضان ثمورثي هاد صدنغ يدس غلقت ذا سيرمي وذفتي غذيس